La Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE française, est-elle régulièrement ou peu impliquée dans les tentatives, les plans de déstabilisation du Sahel? Le Niger, le Burkina Faso disent détenir des preuves irréfutables, la France nie en bloc. Et pour tenter de démêler cet écheveau, nous avons au plateau cette semaine Watauwede Hunibo. Bonjour cher ami. Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour aussi à ceux qui nous suivent dans les médias sociaux. Watauwede Hunibo est activiste politique panafricain, écrivain, essayiste. En sa compagnie, l'homme qui ne change pas, oui, il est là aujourd'hui sans suspense, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos sœurs et frères téléspectateurs. Et bon dimanche surtout, j'espère qu'ils ont fini les prières à l'église et qu'ils se donneront, ils prendront une minute sur leur programme pour écouter l'émission de notre ami Gilles. Votre émission également, émission des fidèles téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre et qui vont enrichir cette émission avec leur contribution via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, vous êtes en direct, je me ferai le plaisir de relayer vos contributions. À partir de 13h10, Niger, complot contre Tiani, la DGSE prise la main dans le sac avec un point d'interrogation. Si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission avec votre pouce, likez-la tout de suite pour ne pas oublier, commentez abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne New TV officielle pour recevoir des alertes lorsque nous avons de nouvelles vidéos et puis partagez loin, partagez beaucoup New World Forum pour porter la voix de l'Afrique qui refuse la déstabilisation. Alors, chers invités, les alertes à la déstabilisation lancées ça et là régulièrement au sein de l'Alliance des États du Sahel naissent et meurent par voie de presse. Pourquoi ne vont-elles pas plus loin, ces alertes, ces dénonciations? Sont-elles bien traitées finalement selon vous, Watauwede Hunibo? Moi je pense tout simplement que les alertes concernant les tentatives de déstabilisation des États de l'AES impliquant surtout et principalement l'État français, aller un peu plus loin quand vous demandez si ça doit aller beaucoup plus loin au niveau des juridictions internationales, c'est ça? Entre autres. Entre autres. Moi, je pense que si c'est concernant des juridictions internationales, le Mali, je pense depuis 2022, avait déjà dit à la face du monde devant les Nations Unies qu'il avait du moins en sa possession des preuves irréfutables concernant l'implication de la France en termes de renseignement, en termes d'équipement militaire aux terroristes et en termes aussi de financement du terrorisme, le Mali avait des preuves en sa possession et il avait demandé, et c'est ce qui est recommandé dans ces cas, le Mali avait demandé expressément au niveau des Nations Unies à avoir une audience, qu'on lui accorde une audience claire pouvant lui permettre d'exposer tout ça à la face du monde. Sauf que la France a toujours travaillé en sourdine pour que ce jour n'ait jamais lieu, pour que le Mali ne puisse pas la dévoiler du moins à la face du monde. Et je pense que ça c'est concernant beaucoup plus les questions, le côté des juridictions internationales. Et là c'est qu'on comprend tout simplement que la France ne voudrait pas du tout que le Mali l'expose à la face du monde. Et même si aujourd'hui le Mali n'a pas encore cette possibilité de le faire, tous les Africains savent pertinemment que la France est impliquée d'une manière ou d'une autre dans cette expansion du terrorisme, d'abord dans la création de ce nouvelle forme de terrorisme contre nos États et aussi dans son expansion du Sahel vers les États du Golfe de Guinée. Et moi ce que j'ai relevé beaucoup plus dans cette histoire dans cette nouvelle histoire, parce que les tentatives de déstabilisation de nos États ce ne sont pas des trucs nouveaux. On a vu la France a tout le temps été au cœur de toutes les tentatives de déstabilisation de nos États, surtout concernant les dirigeants souverainistes, des dirigeants qui ont nourri l'élan souverainiste dans leur pays, l'élan nationaliste. La France a toujours été au cœur de leur déstabilisation. Mais ici, c'est que si aujourd'hui la France n'arrive pas, moi à mon sens, a réussi ses coups contre les États de l'AES, je pense que la communication joue un grand rôle. La communication dans la mesure
comme l'avait dit le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le très respecté capitaine Ibrahim Traoré, c'est que on n'est plus dans la diplomatie du mensonge. On nous avait enseigné dans les cours à la fac, un peu partout dans les livres, que la diplomatie c'est juste des discussions en off. Quand vous constatez des tentatives de déstabilisation contre vos États, il faut juste discuter en off. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les États de l'AES ont décidé de communiquer avec leur population parce qu'ils sont conscients, les dirigeants de l'AES sont conscients aujourd'hui de ce que si les populations étaient beaucoup plus au cœur de ces manœuvres et comment on appelle, étaient au courant de ces manœuvres, on allait limiter autant soit peu comment on appelle, ces velléités occidentales beaucoup plus françaises. Et donc je pense que la communication joue un grand rôle dans l'échec de la politique française de déstabilisation de l'AES. Et il faut tirer un coup de chapeau, comme on appelle à ces dirigeants, beaucoup plus aujourd'hui dans le cas d'espèce au général Tiani, qui a compris, comme je l'ai toujours dit, comme on l'a toujours dit ici, la nécessité de reprendre en main la souveraineté militaire de son pays. Parce que ce qui a manqué à nos États depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est le manque de souveraineté, le manque de décision propre, d'autonomie en termes de décision. Et quand vous demandez désormais aux Français de partir et que vous reprenez le contrôle de vos souverainetés en tant que militaire et aussi quand on parle du militaire, on parle aussi des renseignements militaires ou civils, et que vous avez la latitude de contrôler pas mal de choses. Parce qu'en temps, c'était les Français qui avaient la priorité, surtout qui avaient la primauté même sur les renseignements, sur les questions militaires, les questions techniques, beaucoup de choses. Et donc, vous n'avez pas forcément toutes les informations. Aujourd'hui, vous ne sous-traitez plus, comment on appelle, votre renseignement, contrairement à ce que les gens des États continuent de faire aujourd'hui encore avec Atos, une société française qui est dirigée par, je pense, la DCI. Et cette société française aujourd'hui, c'est elle qui contrôle le renseignement de certains pays que je ne voudrais pas nommer ici, mais que nos téléspectateurs savent déjà. Et quand vous sous-traitez votre renseignement, on parle de renseignement. Le renseignement, on ne peut pas gagner la guerre contre le terrorisme sans avoir les renseignements fiables. Et quand vous sous-traitez vos renseignements, votre renseignement, les renseignements généraux, avec des entités françaises, avec une société privée française, même si c'est une société publique, c'est que vous n'avez plus la priorité, la primauté des informations. C'est que ce sont ces gens-là, les agents français, qui en réalité étaient au cœur du terrain. Ce sont les mêmes qui vous disent nous allons vous fournir les renseignements. Donc à un certain moment vous ne pouvez pas avoir tous les renseignements nécessaires. Mais la sous-traitance en matière de sécurité, ça existe dans beaucoup de pays dans le monde. C'est pas seulement les sociétés françaises qui sont concernées, mais ça peut-être ce sont des volets sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Temps de passer la parole à son Excellence Sogoyou Kegiwe. Excellence, qui a reçu le Bodé. Est-ce que ça peut permettre de conjurer le mauvais sort quand on est régulièrement percuté par des complots, des actions, des plans de déstabilisation, comme c'est le cas de l'AES aujourd'hui? Est-ce que ces tentatives sont bien traitées selon vous? Écoutez, je crois que on le dit, on le répète ici tous les jours, ce n'est pas une question de l'AES. Toute velléité de souveraineté, de liberté, d'indépendance d'un pays noir, je dis bien noir, met en rogne la métropole et elle ne peut pas accepter ça. L'AES, on sait, le président Tiani, tu te rappelles sa conférence de presse, il a tout dit. Il a dit comment eux, leurs services suivent au pas les espions de la métropole, disséminés partout dans la région. Donc, tous les pays qui désirent être tant soit peu libres, ils sont infestés des apprentis putschistes qui n'attendent qu'une occasion pour semer le désordre. Pourquoi je dis que ce n'est pas seulement l'AES? Mais le Tchad ne fait pas partie de l'AES, mais on a envoyé les mercenaires de la métropole massacrer 40 soldats tchadiens dans leur camp. Ils ne faisaient rien, ils n'étaient pas en guerre, ils n'étaient pas en patrouille, dans leur camp. Bah, il a été dit que c'était une attaque terroriste perpétrée. Comment on appelle les attaques commanditées par la métropole? Ils ont un autre nom, donne-le-moi. Donc, la fameuse attaque terroriste, ou au bord du lac Tchad, le Tchad n'est pas dans l'AES, mais on les a attaqués. Le Nigeria,
n'est pas dans l'AES. Tu as appris que les États du Nord, le Zamfara, le Borno, le quoi, mais ils sont terrorisés. Les terroristes vont même jusqu'à Abuja pour tuer des gens. Est-ce qu'ils sont membres de l'AES? Ils ne sont pas dans l'AES. Maintenant, à côté de nous, celui qui fait le plus zélé soutien de la métropole, on lui envoie des missiles, vraiment de vrais missiles, de très très vrais missiles, et l'artilleur en chef s'appelle Robert Bourgi. On commence à lui dire: tu n'as pas gagné les élections, tu es un voleur, un pilleur, tu as fait tuer ta population pour rien. Il ne dit rien. Après, on vient de mettre son pays sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme et le blanchiment d'argent. Mais tout ça, c'est des coups d'État permanents. Un coup d'État, il ne s'agit pas d'aller comme au Bénin avec 1,5 milliard pour renverser un président. Il ne s'agit pas d'aller comme au Burkina récemment, hier même, avec des valises de 5 milliards pour recruter des putschistes. Non, nous sommes sous menace de coup d'État permanent. S'il y a un pays dans notre région qui ne veut pas risquer un coup d'État, qu'il fasse une mission à l'Élysée, se mette à genoux devant le maître du CA et dise: chez moi, on ne parlera plus jamais de liberté, de droits de l'homme, de souveraineté, on ne parlera jamais de la remise en question du franc CFA. Bon, on est venu vous supplier de nous laisser tranquilles. Le pays qui fait ça, il échappe à aux tentatives de coup d'État. Tous nos pays sont dedans. Pas peut-être vrai parce que... Attends, laisse-moi finir. Tous nos pays sont dedans. était un très bon élève de la France, mais cela n'a pas suivi pour qu'il ne soit pas renversé. Bon. Qui? Bazoum au Niger. Mais Bazoum n'a pas été renversé par hasard. Il n'a pas été renversé par hasard. Tu sais, il faut faire attention. C'est pourquoi je dis, quand je vois certains chefs d'État qui bombent le torse parce qu'ils sont amis de la France, je dis: mais c'est la France qui va vous renverser. On n'est pas amis de la France. Et les Français ont l'honnêteté de dire qu'on n'a pas d'amis, on a des intérêts. Ça, c'est honnête. Alors, Gilles, avant même que je n'aille loin, mais il se passe des choses sous nos yeux, nous ne faisons même pas attention. À la réunion à Budapest, en Hongrie, du Conseil européen de machin, le président Macron a tenu un discours. C'est le plus beau discours qu'il ait tenu. J'ai beaucoup apprécié ça. Mais parce que pour une fois, il nous a dit ce que nous devions faire depuis plus de 60 ans et que nous n'avons pas fait. Au lieu d'être des omnivores, même des carnivores, on se complaît dans le rôle d'herbivores. Nous sommes leurs moutons, leurs vaches, leurs ânes, leurs bœufs, nous sommes leurs girafes dans la savane, nous sommes leurs buffles, nous sommes leurs gnous. Voilà ce que l'Afrique est. Donc les herbivores, leur destin c'est quoi? C'est d'être mangés par les omnivores et les carnivores. Alors Macron a donné une très bonne leçon qui doit réveiller les Africains. C'est pas la peine après de venir dire que c'est Poutine. Non, ce qu'il a dit, c'est pas Poutine qui lui a dit de dire. Il a dit qu'il ne peut pas, eux les Européens ne peuvent pas accepter de jouer aux herbivores, ce qu'ils nous ont fait faire à nous depuis des siècles. On est des herbivores. Mou, mou, bé, bé. Et puis, vous avez des soi-disant chefs d'État qui bêlent comme ça et qui se disent amis de la France. Non, ce que Macron a dit, on devait enseigner ça dans nos écoles, on devait enseigner ça dans nos universités pour que les Africains prennent conscience. Vous voulez être des herbivores, servant toujours de plats croustillants aux omnivores et aux carnivores, ou bien vous voulez vous réveiller et vous défendre vos intérêts. Oui, mais Excellence, votre activité, ça tire dans tous les sens aujourd'hui. On va aborder tous ces sujets, mais ce que je demande, mais est-ce que l'AES ou le Niger ou le Burkina, est-ce que ces pays traitent comme il faut les présumées attaques de déstabilisation? Oui, ils les traitent comme il faut. Parce que déjà dans les prisons au Burkina, il y a des agents de la DGSE. Qu'est-ce que tu veux? Ils ne vont pas aller déclarer la guerre pour ça. On les a trouvés, on les a arrêtés. On va continuer à en arrêter. Et chaque fois qu'on arrête un espion
qui était venu dans l'intention de déstabiliser, tu apprends que non, que c'est un petit informaticien venu avec un tournevis pour réparer un ordinateur à l'ambassade. Bon, le Tchad, on tue 40 militaires, le Tchad riposte, maintenant dit non, que c'est des pêcheurs, ils étaient là juste pour pêcher des tilapias, ils avaient même des tilapias, des carpes dans les pirogues, et puis les méchants soldats tchadiens, ils les tuent. Mais quand on tue les soldats tchadiens, il n'y a pas de méchants quelque part. Donc, nos pays traitent le problème là comme ils peuvent, parce que ils peuvent compter sur qui à part eux-mêmes. Tu dis ça à la CEDEAO, on téléphone à la métropole, bon, on s'octroie une visite, perron de l'Élysée, et un peu d'argent, la CEDEAO c'est fini. L'OUA, n'en parlons pas, parce que ce que Macron vient de dire, je reviens là-dessus, s'il y avait CEDEAO, s'il y avait l'Union africaine, si des Africains réfléchissaient, mais ils vous ont donné les clés du problème, de vos problèmes. Donc, les Africains traitent ce problème très au sérieux, mais ils ne peuvent pas. Dès qu'on arrête un espion, tu sais, dans les prisons en Amérique, en Russie, partout, il y a les espions de l'autre camp. Hein. Les Russes sont des espions américains, les Américains ont des espions russes. Le travail d'espion est un travail universellement reconnu. Maintenant, quand tu arrêtes un espion, tu ne vas pas quand même envoyer un missile sur le pays d'origine de l'espion. Donc, nos pays du Sahel, tous nos pays d'ailleurs, n'ont d'autre choix que de communiquer sur le sujet. Qui va les sauver si ce n'est pas eux-mêmes, s'ils ne s'organisent pas eux-mêmes avec leur population? Moi, j'insiste sur la population, avec leur population et leur armée. Qui va les écouter? Il n'y a aucune instance supranationale capable de dire un mot quand il s'agit des terroristes. Ouatto, voilà. Les agents de la DGSE, ce sont eux souvent qui sont cités, les renseignements français, se sont mis en cause. Est-ce que ces opérations barbouzes peuvent-elles être du fait d'agents officiels comme des agents de la DGSE ou généralement ce sont des mercenaires qu'on envoie au profil Bob Denard? Bah, généralement, c'est ça. Généralement, d'abord, quand on étudie un peu la question des ONG, en Afrique ou globalement dans le monde, depuis l'Europe de l'Est, la guerre contre le communisme, jusqu'en Afrique. Mais les Américains ont pratiquement tout dit, hein. Ils ont tout expérimenté à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous n'avez plus, on ne va pas étiqueter quelqu'un d'agent de la DGSE, on ne va pas étiqueter quelqu'un d'espion. Il suffit tout simplement que vous soyez, comme l'a dit son Excellence tout à l'heure, que vous soyez peut-être, on vous dit, vous êtes un technicien d'un tel laboratoire, vous êtes venu à l'ambassade de la France, ou vous êtes venu assister à Human Rights. Permettez-nous de citer très clairement quelques noms d'organisations, en tout cas en griffe non gouvernementales, qui sont souvent impliquées dans ces histoires-là. Et donc, c'est que ces gens-là viennent souvent dans une posture d'humaniste, dans une posture d'aspect de quelque chose, d'aspect d'une discipline, d'aspect d'une matière. Or, en réalité, c'est des agents de renseignement. La France, quand la France nomme des ambassadeurs, ce n'est pas des profils de diplomates, simplement, ce n'est pas des profils de quelqu'un qui a étudié les relations internationales ou bien les sciences politiques. Non, c'est des profils précis, c'est des profils des gens d'abord qui ont des connaissances précises en termes de renseignements généraux. C'est des gens qui parfois même dans leur passé ont déjà fait carrière au sein de la DGSE ou bien au sein de la... Oui, mais les renseignements sont une chose, on ne peut pas reprocher à un pays des renseignements. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que aujourd'hui, tellement le truc a évolué, où les gens ne prennent plus pas des couloirs, comme on appelle, officiels, c'est des couloirs façon officieux, où les agents viennent dans les sacs des ONG, dans les sacs des sociétés, dans le sac de sociétés privées. On a vu des cas comme ça, je pense au Burkina Faso, où les agents, comme on appelle français, les agents de renseignement français étaient, comme on appelle, des experts au sein d'une société de sécurité privée. Et donc, c'est que aujourd'hui le truc a tellement évolué, où vous
vous ne les appréhendez pas très rapidement. Vous ne constatez pas que ce sont des agents français parce qu'on les a déjà étiquetés d'aspect de telles choses ou bien, comment on appelle, de président ou je sais pas, de membres d'une organisation non gouvernementale. Moi, je dis tout simplement que ce qui s'est passé, comment on appelle, il y a de cela quelques semaines au Niger où le Niger a mis franchement en branle les services de renseignement français parce que selon les informations d'un de leurs médias france-africains, c'est que les services généraux français sont actuellement en train de soupçonner en leur sein des fuites des espions, et c'est pour ça que je dis d'ailleurs il faut féliciter beaucoup le Niger qui nous montre que ce pays-là dispose d'un très bon service de renseignement capable de dénicher ici et là toutes sortes de tentatives de déstabilisation de son État, mais pas que du Burkina Faso aussi parce que, et même de l'AES, parce qu'on a vu les gens qui étaient arrêtés il y a cela quelques semaines, je pense, les Ahmed Kinda, tout le réseau de Damemba et consorts. Je pense que les services du Niger avaient déjà arrêté un bon nombre d'entre eux, et c'est beaucoup plus à partir du Niger que le complot a été, je pense, décelé. Et donc je pense que les services de renseignement nigériens font un très bon travail. Et quand j'ai appris l'histoire là, quand j'ai appris cette histoire de surtout je pense dans le mois de août où le général Tiani nous faisait part de ce qu'il y a les agents de renseignement français qui étaient un peu partout dans certains pays, au Bénin, ils ont cité, comment on appelle, au Nigeria, mais tout le monde était hébété. On se disait, mais d'où venait mais tellement précis. Le général nous donnait officiellement, nous donnait les noms des hôtels que ces gens-là, comment on appelle, ont résidé et dans lesquels ils ont résidé, les heures même d'arrivée. C'est ça qui a, franchement, c'est ça qui me faisait comprendre que ces gens-là avaient le renseignement. Et tenez-vous bien. Le général a dit qu'ils suivent, enfin, en tout cas, les renseignements ne suivent pas. Et beaucoup plus, si vous me le permettez, son excellence, beaucoup plus quand vous prenez la guerre qu'on voudrait, comme on appelle la guerre de libération de Bazoum en juillet 2023 qui avait commencé au lendemain juste du coup d'État. Mais beaucoup d'officiers, que ce soit au Bénin, beaucoup d'officiers militaires, que ce soit en Côte d'Ivoire, en tout cas les pays qui étaient impliqués, les pays qui allaient jouer les sous-fifres de la France pour aller déstabiliser le Niger à partir, comme on appelle, de cet agenda français. Mais la plupart des officiers ne sont pas forcément d'accord. Et si la plupart des officiers, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou même à l'Élysée, si, comme on appelle, ou bien au niveau des renseignements généraux français, si beaucoup de gens ou des gens ne sont pas forcément d'accord avec ce projet-là, mais soyons-en sûrs qu'ils vont forcément filer des informations au Niger. Et c'est ça aussi le renseignement. Ils vont filer des informations au Niger, ils vont les mettre en garde parce que la déstabilisation du Niger sera aussi déstabilisation du Bénin et déstabilisation de toute la sous-région. Écoutez, tu as dit on ne peut pas empêcher un pays d'avoir des renseignements. Non, on ne peut pas. Mais les renseignements, par exemple, quand des agents de la renseignement français arrivent au Burkina, ils sont venus pour travailler, on ne peut pas les empêcher de travailler. Mais ils contactent leurs collègues burkinabés. Ils savent qu'au Burkina aussi, il y a des services de renseignement, ils les contactent. Ils se présentent. Et il n'y a aucun problème. Maintenant, ces officiels, disons ces agents de renseignement officiels, ils ont le droit d'aller partout dans le pays, à partir du moment où leurs collègues dans le pays le savent, bon, on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font, c'est normal. Mais ils finissent des deux côtés par tisser des relations, comme il le disait, des relations de confiance, des relations d'amitié. Un agent français qui est au Niger, qui se dit que quand même, depuis Tiani, ça va mieux pour les Nigériens qu'au temps de Bazoum, et il apprend qu'on veut venir justement déstabiliser Tiani pour remettre un Bazoum. Je crois que s'il lui reste encore un peu de conscience, il doit prendre certaines dispositions pour que les coups ne réussissent pas. Je ne serais pas surpris donc qu'il y ait des agents du pays commanditaire de déstabilisation qui finissent par prendre pitié des pays qu'on va déstabiliser et qui leur filent des informations. Écoutez, faites très attention, il y a ceci, il y a cela. Sinon, l'espionnage, les agents de la DGSE, mais Gilles, vous croyez que quoi? Qu'il s'agit d'un blanc qui est venu, ONG, machin, mais Gilles, ça peut être ta femme à la maison qui travaille pour la DGSE, tu ne sais pas. On recrute à tous les niveaux. On recrute même les femmes de ménage qui travaillent dans les ministères.
On recrute les agents de sécurité. Mais attends, il ne faut pas vous mettre en tête que c'est des blancs qui viennent fouiner pour trouver les informations. Non, ce qu'on a arrêté, ce n'est que la partie visible de l'iceberg et leur réseau dans le pays. Comment il fonctionne? On ne sait pas. Peut-être même que la belle dame ou le jeune soldat qui chaque matin est sur le bureau de Tiani, peut-être c'est un agent de la DGSE. Vous voyez que les Européens attrapent les informations comment? C'est pas forcément par satellite. Donc, quand on parle d'agents de renseignement de la DGSE, j'ai dit que officiellement toutes les ambassades dans le monde sont des nids d'espions. Et il y a espion positif qui fait le renseignement et il y a espion négatif qui veut faire des coups d'État. C'est différent. Aucun pays africain, dans son ambassade en Europe, en Amérique, n'organise des coups d'État dans le pays là. Ils sont là, bon, ils glandent certaines informations, on met en alerte le pays d'origine qui les utilise comme il veut, mais pour son bien-être, pour sa sécurité. C'est pas pour aller faire coup d'État quelque part. Ouais, peut-être que vous n'avez pas les moyens, mais cela m'amène d'ailleurs à poser cette question, sans faire l'avocat du diable. Si réellement la métropole, comme vous l'appelez, avait envie, la forte envie d'en découdre avec ces différents pays, est-ce qu'elle ne mettrait pas plus de moyens dans ces tentatives qui sont dénoncées? Bah, moi je pense que la France y met comment on assez de moyens. C'est parce que les dirigeants de l'AS sont extrêmement vigilants. Ce sont des stratèges qui maîtrisent aussi le tréfonds de ce qu'on appelle les renseignements généraux. Je pense que c'est de la vigilance des dirigeants des États de l'AES, et aussi surtout parce qu'ils ont, comme je l'ai toujours dit, ils ont repris en main leur souveraineté, et donc c'est que la France a moins de masse de manœuvre, même si, comme l'a dit son Excellence, elle dispose quand on parle de renseignements, moi j'ai eu la chance de discuter avec des gens qui te disent, comment on appelle, qui ont fait les renseignements en temps, ou même des services de renseignement français qui aujourd'hui ont écrit pas mal de bouquins sur ces questions-là. Même comment on appelle, le simple taximan au bord de la voie peut être un agent de renseignement. Voilà. Le gardien au bord de votre portail peut être un renseignement. Voilà. Même votre interlocuteur que vous n'allez jamais soupçonner. Et c'est ça ce qui se passe, comme on appelle aujourd'hui dans les États. Parfois, les semblants de régler les fous qui sillonnent les rues. Ouais, certains d'entre eux, les fous entre guillemets. Tout simplement. Et ce que recherche, comme on appelle la France, ce que recherchent les autres, ce n'est pas forcément d'autres choses que qu'est-ce qui se passe ici, est-ce que comment il vient à la maison, à quelle heure il vient à la maison. Donc, au fait, moi je pense tout simplement que la France met beaucoup de moyens. C'est parce que tout simplement, si les tentatives n'ont pas prospéré ou n'ont pas encore prospéré comme elle le voudrait, c'est tout simplement parce qu'il y a de la vigilance du côté de l'AES, mais parce que aussi on a mis assez de moyens au niveau des États de l'AES pour faire aussi, pas que de la défensive, mais beaucoup plus de l'offensive. Parce que si vous restez, vous ne vous contentez que comment on appelle, de la défensive, c'est que vous allez vous allez encaisser. Et donc aujourd'hui, les États de l'AES sont aussi dans l'offensive, et beaucoup plus dans l'offensive médiatique. Et c'est ça qui dérange beaucoup la force. L'offensive du moins médiatique des États de l'AES dérange énormément la France. Sinon, ce n'est pas qu'elle manque de moyens, ou c'est pas qu'elle n'a pas la possibilité, ou c'est pas qu'elle ne met pas assez de moyens. La France met assez de moyens, on peut je pense que c'est comme elle a toujours fait, elle met assez de moyens dans ces histoires-là. C'est juste. Est-ce qu'il ne faut pas aussi interroger une forme de patriotisme en croissance? Parce que ce qui s'est passé réellement au Burkina Faso, par exemple, avec les 5 milliards qui ont été promis quand même. Non, ils n'ont pas été promis, on les a amenés, on les a vus. Oui, mais dans un premier temps, c'est pas une simple promesse. Oui, dans un premier temps, c'est une promesse. Ouais. Des agents peut-être qui gagnent moins de 100 000, moins de 200 000, mais qui ont eu la lucidité de décliner cette offre. Il faut quand même dire que au sein de certaines armées, le patriotisme est en train de gagner du terrain. Oui, ce patriotisme doit être dans le sang de tout le monde. Ici, le dernier cas du Burkina, en attendant qu'on ait des détails,
Mais c'était des soldats, à ma connaissance, ils ne se sont pas adressés à de grands officiers. Comment des soldats qui, comme tu le dis, gagnent moins de 100 000, sont assez patriotes pour refuser 5 milliards, 5 milliards. Et des gens qui se disent... c'est beaucoup d'argent. Oui, des gens qui se disent commandants, ils se disent colonels, ils se disent même anciens présidents. Ils prennent l'argent pour qu'on aille massacrer leur population. Donc, le patriotisme aujourd'hui est dans la base. Les dirigeants sont tellement corrompus, habitués tellement à vivre facilement, qu'ils sont accessibles à l'argent. Mais le petit militaire qui gagne moins de 100 000, il ne veut pas manger du caviar, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne veut pas boire la veuve Clicquot ou bien, comment tu appelles ça, tes différents champagnes mystificateurs là. Il ne veut pas ça. Lui, le matin, le soir en sortant, s'il trouve une calebasse de l'eau, comme disent les gens dans le Sahel, chez moi c'est Tchoukoudou, chez eux c'est le de l'eau, il est content. Voilà des gens qui sont heureux de l'amour de leur pays et non de s'empiffrer des aliments nuisibles, des aliments qui les font vieillir. D'ailleurs, tu les entends, ils sont toujours fatigués, on mange des choses qu'on importe, ils ne veulent même plus manger les produits africains. On dit consommer local, et celui qui dit consommer local, il se présente sur le lieu avec une cravate de chez Yves Saint Laurent. Mais comment? Local là, il n'y a pas les boubous du pays, il n'y a pas les tissus du pays. Donc, le patriotisme, il est inscrit dans le sang des habitants de certains pays, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, et je souhaiterais qu'on voit les mêmes traces de patriotisme dans tous nos pays, parce que nous sommes menacés par les mêmes dangers. Ceux qui croient, il suffit de renverser seul président et le reste de la vie, il va couler le miel et le lait, comme au pays des Canaan. C'est comme ça qu'on a écrit quelque part dans la Bible, non? Il suffit que le président ne soit pas là, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Non, il n'y aura ni bonheur ni abondance. Les crises vont s'aggraver. Il faut chercher des solutions aux problèmes autrement qu'en organisant des attentats contre Tiani, contre Ibrahim Traoré ou contre Assimi Goïta. Ce n'est pas du tout la solution au problème. J'ai vu hier sur une plateforme un petit zozo. Il est aussi gros qu'un cochon. Il dit que lui, il était au Burkina, il est revenu en Côte d'Ivoire. Il est à la frontière, on montre la pancarte. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah non, qu'il faut en finir avec le Traoré. Mais Traoré, putschiste, oui. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il réalise, vos pays qui ne sont pas putschistes, ils ont quoi? Ils font quoi? On est en train de casser les maisons des gens. Vous n'êtes même pas sensible à ça. Et vous allez plaindre la misère des Burkinabés. Quel Burkinabé vous a dit qu'il a la misère? Donc, moi, je crois que ce patriotisme doit être inscrit dans nos gènes. On n'a rien. On va cesser d'être les herbivores, les bovidés de quelqu'un. Il faut arrêter ça. C'est pourquoi je dis que le discours de Macron est assez inspirant et qu'on devait l'enseigner dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités. Pour dire aux gens, c'est quoi un herbivore, c'est quoi un omnivore. En fait, il voulait dire carnivore. Il sait que ça serait trop dur s'il disait carnivore. Il a dit. Voilà, non, mais c'est parce qu'omnivore est au-dessus de carnivore. Non. Oui, non. Carnivore, c'est qu'il n'y a que la viande. Il n'y a que la viande. Omnivore, c'est mais omnivore, lui, il mange les légumes avant de manger la viande. Mais carnivore, c'est la viande ou rien. Le lion est carnivore. Oui, mais le carnivore ne peut pas, enfin, comment l'appelle-t-on, se contenter des herbes. Oui. Donc, il vaut mieux être omnivore. Donc, ce qu'il a oublié dans la savane, il y a des herbivores qui sont plus forts, plus puissants que les carnivores. Aucun lion censé n'oserait attaquer un buffle, sauf si le buffle est seul et malade. Donc il y a des herbivores qui ne se font pas piétiner. Et les États du Sahel, là, c'est les herbivores qui ne vont jamais se laisser piétiner. Et en attendant de devenir omnivores, ils sont herbivores, mais tu ne peux jamais, plus jamais les piétiner. Mais justement, l'allégorie, cette allégorie des régimes alimentaires développés par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle ne donne pas les clés de compréhension des accusations de déstabilisation régulièrement formulées contre la métropole? Non, mais très clairement, quand on suit cette allégorie dont nous a, comment on appelle, dont Emmanuel Macron est devenu l'inspirateur, franchement on se dit les États de l'AES font un très bon travail, un très bon boulot dans notre sous-région. Parce que quoi? Mais Macron, franchement, il a fait un très bon travail. Il a fait un très bon boulot dans notre sous-région. Parce que quoi? Mais Macron, franchement, il a fait un très bon boulot dans notre sous-région. Parce que quoi? Mais Macron, franchement, il a fait un très bon boulot dans notre sous-région. Parce que quoi? Mais Macron, franchement,
moi, quand je suivais ce discours qu'il tenait, j'étais très fier de lui. Très fier de lui, pas parce que j'adulais, comment on appelle, le maître, mais je me disais, c'était un coup de géostratégie à nos dirigeants. Et je me demandais même, je me demandais, est-ce que les dirigeants ont leur téléphone dans la main, comme moi je l'ai tout de suite en train d'écouter Emmanuel Macron. Je me suis demandé ça parce que il n'y a pas meilleur discours politique, ou je dirais meilleur discours en termes de stratégie politique, comment on appelle, en cette année 2024, que ce que Macron nous a donné, comment on appelle, à Budapest. Franchement, il a dit très clairement que l'Europe ne veut pas être, comment on appelle, un nid d'herbivores pour ni les États-Unis, parce qu'il parlait beaucoup plus des États-Unis, surtout au lendemain de l'élection de Donald Trump, et ni de, comment on appelle, ni des États-Unis, ni de la Chine. Et c'est ce que les panafricanistes ont toujours dit, c'est ce que nous avons toujours prôné, que nous ne voudrions plus être des herbivores. On est dans un monde de rapport de force, on n'est pas dans un monde de camaraderie, on n'est pas dans un monde d'amitié, on n'est pas dans un monde d'assistance. Et moi, c'est pour ça même je ne suis pas trop souvent d'accord, même si c'est des débats peut-être de fond qu'on pourra mener peut-être après. Moi, je suis pas souvent d'accord même que la Russie, comment on appelle, donne des aides alimentaires, des aides. Non, le monde n'est pas ça. Le monde, c'est un rapport de force. C'est la jungle et les faibles seront broyés. Il n'y a pas de la camaraderie. Mais les autres donnent parce que vous êtes demandeur. Même, parfois c'est humiliant. Oui, mais c'est toujours humiliant, pas parfois. Parfois c'est humiliant, parfois c'est indigne. Ça peut être, comme on appelle, de bonne foi. Si c'est de bonne foi, si Monsieur Gilles dit, Monsieur Watoede, je vous laisse peut-être telle chose, c'est pas forcément systématiquement. Un sac de maïs. Comment on appelle, que à partir de là, il va me dire, va à gauche, j'irai à gauche, va à droite, j'irai à droite. Mais au niveau des États, ça c'est au niveau micro, ça c'est entre les individus. Mais moi, je pense qu'au niveau des États, c'est pas des choses qu'il faut tolérer, c'est pas des choses qu'il faut encourager. Il n'y a pas d'amitié en relation internationale. Il n'y a pas de la camaraderie. Il n'y a que des rapports de force. Et les faibles seront broyés. Si vous vous laissez faible, si vous vous laissez comme ça, aujourd'hui, on en a discuté la dernière fois où je disais tout simplement que quand vous laissez, vous ouvrez vos pays à ce qu'ils appellent aujourd'hui les investissements étrangers, qui selon moi ne sont que des thèmes esthétiques pour dissimuler, cacher, comme on appelle, d'autres formes de prédation économique. Macron l'a dit, que si nous nous laissons, si l'Europe se laisse, l'Europe sera un marché tout simplement pour les autres. Et c'est ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui. On a dit à nos États qu'il faut tout simplement s'ouvrir, comme on appelle, aux capitaux étrangers. Et nos États ont voté toutes les lois possibles. Moi, je m'étonne de votre étonnement parce que est-ce que Macron, ce qu'il dit ne dit rien de nouveau? Ce qu'il a dit, ça a été non, depuis des siècles. Il a dit du nouveau. Non, moi je ne pense pas que laisse-moi te dire pourquoi il a dit du nouveau. A déjà théorisé ça. Machiavel dans Le Prince. Oui, Machiavel, tu vas trop loin. Machiavel n'est pas sur YouTube ni TikTok. Combien de jeunes Africains connaissent Machiavel? Moi, j'ai acheté le livre Le Prince de Machiavel au moins 10 fois. Au moins 10 fois, on me l'a volé. Et si celui qui l'a volé le lit, tant mieux, je suis content. Mais souvent, c'est pour servir d'oreiller. Ils ne lisent pas. Donc, moi, je dis ceci. Je demande à tous les panafricains, réels et sincères, d'envoyer un coucou à Macron. Parce que la sortie de Macron va nous faire recruter 10, 20 fois, 100 fois plus de panafricains que nos bavardages habituels. Parce qu'aucun Africain ne peut me dire qu'il n'a pas compris ça. Même ceux qui ont niveau, ils ont compris. Entre un herbivore et un omnivore, ils ont compris de quoi on parle. Tu veux être le bœuf de quelqu'un ou tu veux être le tigre? C'est tout, c'est la question. On était des vaches, on le savait, on nous a très, je vous ai dit la dernière fois qu'on nous a tellement on refuse même, ils savent que nous sommes des herbivores, ils refusent même de nous donner du foin, mais ils sont en train de nous traire, matin, midi, soir. Aujourd'hui, si c'est lui-même qui nous donne la leçon, qu'aucun homme intelligent, aucun peuple qui veut sa survie ne peut se contenter du rôle d'herbivore, je crois qu'il va nous recruter beaucoup de panafricains. Et j'invite tous les Africains à écouter ce discours à Budapest. Ils vont se réveiller, ils vont dire mais merde. Donc c'est comme ça qu'on nous traite et nous sommes encore là assis en train de jouer à qui est le ami de la France, ami de ceci. Cessez d'être les moutons. Tu as vu, moi je cite l'exemple tous les jours, quand tu regardes les documentaires
de la chaîne National Geographic dans les grandes plaines du Masai Mara, Serengeti, en Tanzanie, au Kenya. Mais les gnous, c'est des troupeaux de 1, 2, 3 millions qui migrent vers le Masai Mara. Mais un lion attrape un gnou et il y a au moins 500 gnous qui l'entourent. Personne ne va pour défendre l'autre qu'on est en train de massacrer devant eux. Ça, c'est les noirs, ça. Mais quand c'est les blancs, ça, c'est les buffles. Tu attrapes, le lion attrape un buffle, tous les autres buffles viennent lui régler ses comptes. Pourquoi nous, c'est dans nos savanes qu'il y a le buffle? Pourquoi on ne le prend pas pour modèle et on veut être les gnous en train de... on nous tue un à un. Pourquoi, après ce que Macron a dit, pourquoi ça ne peut pas inspirer vos fameux pays de la CEDEAO, pour leur faire comprendre que... Mais prendre ce discours aussi comme modèle que c'est pas de la dépacification, parce que si tout le monde devient carnivore ou omnivore, ça va être la guerre permanente. Non, mais la guerre est toujours permanente. La guerre est toujours permanente. Pourquoi on veut organiser des coups d'État au Burkina, au Mali, au Niger et ailleurs? Pourquoi? C'est la guerre permanente. Je t'ai parlé de coups d'État permanents. Tu ne vas quand même pas te transformer en mouton pour brouter l'air juste parce que tu crées un coup d'État. Il faut que tous les Africains se disent, les carnivores là, c'est chez nous. C'est-à-dire que c'est nos savanes qui sont peuplées de lions, de tigres, de léopards. C'est chez nous qu'on trouve ça. Pourquoi nous qui avons tout ça, nous devenons uniquement des herbivores? Les Africains n'ont qu'à réfléchir. Si vous me le permettez, même, comme M. Gilles disait tout à l'heure, au fait, le discours de Macron, c'est pas un discours nouveau. En termes de géostratégie, en termes de stratégie réelle, c'est pas un discours nouveau. Il n'a rien inventé. Tout simplement, là où son discours, pour moi, comme on appelle, novateur, très novateur, c'est que le contexte. On est dans un contexte où les dirigeants africains de la zone ont tassé les panafricanistes surtout les dirigeants, ne nous trompons pas, c'est pas seulement Emmanuel Macron qui dit que quand vous avez un discours souverainiste, vous êtes pro-russe. Il y a les dirigeants africains aussi, à travers les services de communication, qui font ce travail-là aussi. Mais quand Macron dit un truc du genre, dans ce contexte où on tasse les panafricanistes de anti-français, de anti-ci, anti-ça, c'est la preuve de ce que les panafricanistes ont toujours, comme on appelle, une longueur d'avance. C'est la preuve de ce que les panafricanistes disent ce que un dirigeant devrait comprendre depuis longtemps, qui est que il faut plus se laisser, comme on appelle, à la force, et le contexte sécurité dans lequel nous sommes aujourd'hui ne vous permet même plus, disons-le très clairement, ce n'est pas une question de on est libre de traiter avec qui nous voulons, ce n'est pas une question de on est libre de coopérer avec la France ou je ne sais trop quoi. Non, le contexte nous dit très clairement que vous ne pouvez plus coopérer avec la France militairement ni comme on appelle, en termes de renseignement, parce que si vous continuez pas le faire, c'est l'entité, il ne faut jamais l'oublier. Et je parle, je le dis devant caméra, à ceux qui, dans nos pays, comme on appelle, autour de l'AES, qui continuent de prendre les services de renseignement français autour de leur directeur de cabinet. Je fais référence à l'article de l'Afrique il y a cela quelques jours. Il faut se reconnaître. Au-delà des États, moi je pense que la leçon de Macron doit être apprise individuellement aussi, pour que certains cessent d'être des herbivores pour servir de plaisir à Balthazar et ensuite d'avoir des vidéos vendues. Balthazar. Oui, mais Balthazar. Qui a ces herbivores aussi. Non, Balthazar, on est fatigué depuis 2-3 jours, tu ne peux pas respirer sans Balthazar. Balthazar a commis quel crime? Si on avait prouvé qu'il y a une seule de ces femmes qui a été violée, eh bien, on monte au front. Non, le viol, c'est pas seulement avec la force. Arrête tout ça là. Maintenant, non seulement elles étaient consentantes, mais elles était fières d'être filmées. Mais ça veut si vous voulez traduire Balthazar en justice à cause de ces histoires de sextape, donc il faut arrêter Balthazar et les 400 putes qui sont allés le tenter dans son bureau. Parce que c'est pas menotté par les gendarmes qu'on les a amenés dans le bureau de Balthazar. Mais savez-vous ce que les femmes là ont bu donc, elles ont fait quoi?
Oui, mais savez-vous comment elles ont été conditionnées, ce qu'elles ont bu? Mais il faut des enquêtes pour pouvoir dans ce cas, dans ce cas, si quelqu'un peut conditionner 400 femmes et les avoir, laissez-le tranquille. C'est que vous ne pouvez rien contre lui. Moi, je pense qu'il faut aussi condamner les femmes qui se sont données. Il faut arrêter les femmes. Non, moi, c'est pour ça, moi, je dis, est-ce qu'il ne revient pas à chacun de cesser d'être vivant? C'est ça la moralité de l'histoire. Moi, je reviens sur le sujet. On disait tantôt que les Russes ont fait quoi, les Russes n'ont pas fait quoi. Mais Gilles, soyons honnêtes pour savoir que sans les Russes aujourd'hui, personne ne vit. Tu t'imagines les Européens qui péroraient contre les énergies russes. Ils sont tous au pétrole russe. Et tu sais ce que la seule femme au monde qui a réussi à voler 72 milliards d'euros par SMS. Votre ami, je vais vous laisser revenir sur son histoire. Elle dit qu'ils achètent le carburant russe pour empêcher les Russes de le vendre plus cher ailleurs. Donc c'est pour diminuer les revenus de la Russie. On va pour des impératifs commerciaux. La suite de New World Forum dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.